Alors Marc, une fois que je me suis rendu compte vers mes 26 ans que j'ai globalement vécu une vie de follower toute ma vie finalement, alors le risque après c'était finalement de continuer à être un follower mais autrement et par exemple de me tourner vers quelqu'un comme Steve Jobs, voilà, qui est un leader qui a très bien réussi dans sa vie, qui a justement rompu avec le système universitaire après la première année. On se dit, bah ouais, lui il a tout compris, quoi. Enfin, il a compris qu'il était emprisonné dans des forces qui le maintenaient, qui le conditionnaient. Et pour ouvrir sa créativité et libérer le champ devant lui de tous les possibles, bon bah voilà quoi, il s'est pris en main, il a pris des risques, il a renoncé au diplôme et puis il a commencé à faire ce qui le passionnait, il a fait de la calligraphie, puis il a fait je sais pas quoi d'autre. Et finalement il est arrivé à faire quelque chose qui est très utile pour le monde. Et en plus à gagner des millions et à diriger une très grande entreprise et tout ça. Et du coup c'est vrai que c'est assez tentant de se dire bon bah voilà un nouveau modèle de réussite, pourquoi pas, bah, moi aussi j'ai envie de trouver une super idée et de commencer une start-up, et puis j'espère que ma start-up va devenir aussi une grande entreprise, et bref, j'aimerais bien faire comme Steve Jobs quoi. Et donc une fois, enfin si c'est depuis cet espace-là en tout cas qu'on entreprend et qu'on crée une start-up, c'est là le risque, et je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais être un suiveur de Steve Jobs, bah, c'est juste être un autre type de follower, et ce n'est pas du tout ce qu'on essaye de transmettre, toi et moi, dans cette formation, qui est de partir de soi pour incarner un leadership authentique. Donc voilà, je pense que cette deuxième vidéo, j'espère que ça servira, et on va approfondir ces notions-là, mais de c'est quoi partir de soi en réalité, voilà, de prévenir, de faire une sorte de disclaimer pour nos auditeurs. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est certainement pas d'identifier un certain type de leader qui servira quelque part de modèle à correspondre, et finalement créer même une sorte de système d'évaluation alternatif. On a dit que sortir de l'état d'esprit d'être évalué par l'éducation nationale puis par son entreprise et tout ça, c'est ça qui nous maintient dans un rail, mais finalement sortir de ce rail pour en rejoindre un autre qui nous aspire avec un autre système d'évaluation, finalement c'est rester dans cette attitude de follower. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à inspirer avec cette vidéo de comment tourner le regard vers soi et d'être vraiment à l'écoute de soi-même pour réellement incarner un leadership authentique. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que je n'avais aucune chance d'incarner le moindre leadership, tout simplement parce que dans l'éducation nationale, j'avais l'impression qu'il y avait en gros deux archétypes de leaders. Il y avait voilà, le premier de la classe qui était un petit peu le leader, qui avait une forme d'aura parce qu'il était valorisé par les professeurs, victimisé par certains, mais globalement il avait quand même une certaine forme de leadership évident. Et puis il y avait le deuxième type qui était voilà, le garçon le plus costaud. Chez les garçons en tout cas, les filles avaient un équivalent. Le garçon le plus costaud qui tapait sur tout le monde et qui était le plus fort, on va dire. Et moi, j'étais clairement pas le plus costaud et je voyais même pas trop l'intérêt en fait de se battre. Je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces jeunes garçons. Et puis à l'inverse, ouais, le côté premier de la classe, c'était quelque chose qui ne me parlait pas complètement non plus, même si j'étais bien classé. J'avais la chance d'avoir une famille scientifique depuis plusieurs générations qui m'accompagnait hyper bien là-dedans. Mais les cours en tant que tels, pour moi, c'était assez difficile à suivre. Je me rendais compte que j'étais pas du tout captivé par le contenu de ce que les professeurs disaient, mais beaucoup plus la manière dont ils l'amenaient. Et donc quelque part la psychologie du professeur, tu vois, est-ce qu'il avait l'air heureux, est-ce qu'il avait l'air malheureux. Et en fait c'est ça que je regardais vachement attentivement et qui me prenait toute mon attention et qui me permettait vraiment de déduire des choses sur sa vie qui étaient assez surprenantes parfois. Et voilà, je creusais sur la personne, essayer de la comprendre. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'avais aucune capacité de concentration, justement parce que ce que je faisais n'était pas valorisé en fait. Savoir comprendre l'autre, c'était jamais évalué en fait. Oui, alors que tu étais vraiment concentré sur autre chose, mais tu étais concentré. Exactement, j'étais concentré en fait. Et donc, il y a eu tout un processus en fait où à un moment donné, justement, cette émergence du leadership m'a fait prendre conscience que, en fait, justement, cette capacité de connecter à l'autre en profondeur, de le comprendre, c'est ça en fait que j'étais censé faire. Et donc dans mes accompagnements notamment de leader, c'est ça que je mets en place, c'est cette compétence-là sur laquelle mon attention va spontanément en fait et qui est une forme de mission de vie pour moi. Être capable de comprendre l'autre en profondeur, c'est aussi lui permettre justement d'enlever de plus en plus ses freins et de
voilà, d'étendre, de déployer au maximum son leadership en fonction de qui il est réellement. Et ce qui est drôle, c'est quand j'ai vraiment... Voilà, je me suis émancipé à un moment de l'éducation nationale et je me suis rendu compte, bah oui, c'est clairement utile ça, même si ça n'a jamais été évalué, ça sert à quelque chose. Et ben j'ai regardé dans la société quels sont les personnages qui incarnent un vrai leadership dans ce domaine-là. Et tout de suite, ça a été Tony Robbins, c'est un peu l'américain des pionniers dans le coaching qui permet à des grands leaders, des grands dirigeants d'avoir de plus en plus d'influence, d'argent, etc. C'est celui qui fait marcher tout le monde sur des braises, là, c'est ça? C'est celui-là. Celui qui fait marcher tout le monde sur des braises, qui mesure, je sais pas, presque 1m98 ou un truc comme ça, qui est hyper costaud, etc. Donc, tout à fait moi, quoi. Et en fait, c'était rigolo parce que c'était ma compagne qui gentiment me faisait comprendre qu'en fait, je pouvais pas faire exactement comme lui, ça allait pas prendre. Et en fait, justement, en accompagnant des gens, petit à petit, j'ai incarné de plus en plus mon leadership dans mes accompagnements. Et je me suis rendu compte que oui, en fait, il y a un vrai leadership en fait, dans la manière dont tu amènes un accompagnement, dont tu permets à l'autre aussi de mieux se connaître et de déployer son leadership. Et donc là, pour moi, ça a été une aventure passionnante où mon attention allait à flot dans ces sujets-là, mon énergie se décuplait et puis mon impact en fait sur les personnes, ma contribution était beaucoup plus profonde que ce que je pouvais avoir dans les laboratoires de recherche en suivant, on va dire, ce parcours qui avait été tout tracé parce que j'avais bien réussi les études académiques. Et finalement, oui, ça m'a permis de sortir, si tu veux, de ce carcan que je m'étais mis parce que comme il y avait ce Tony Robbins qui était vraiment un leader pour moi dans ce domaine. Quelque part, j'étais devenu un follower de Tony Robbins et je ne m'étais pas complètement émancipé de cette notion de follower. Et donc voilà, ça m'a amené, lorsque j'en ai pris conscience, à me dire, ok, comment petit à petit, je peux aller de plus en plus en lien avec mon leadership et donc de jour en jour, quelque part cultiver, mieux me comprendre et cultiver mon leadership à travers mes accompagnements notamment. J'aime beaucoup ce que tu me racontes là sur les archétypes de leader et celui que tu as notamment pu suivre. On voit qu'il y a l'archétype du premier de la classe de l'éducation nationale, il y a l'archétype du créatif qui fait une super start-up et qui devient dirigeant d'une grande entreprise et tout ça. Et en plus là, tu cites encore un autre archétype qui est celui, on va dire, du maître spirituel ou en tout cas du maître de sagesse qui accompagne les gens vers l'éveil, qui les coach pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes, enfin on va dire un peu les maîtres de développement personnel. Et c'est vrai qu'il y a quelque part une facilité, j'ai l'impression, chez nous deux, d'arriver en fait à correspondre assez facilement à un archétype extérieur une fois qu'on se met sur une voie en tête que j'ai envie de devenir super bon dans un domaine et atteindre l'excellence, quoi. Et en tout cas, ça a été hyper facile pour moi en tout cas de correspondre à l'archétype du jeune cadre dynamique qui fonctionne super bien, qui a eu les super diplômes et tout ça. Et j'ai dit à quel point dans la première vidéo ça ne m'a pas forcément rendu service et ça m'a plutôt éloigné de ma source, tellement les forces en présence étaient puissantes pour m'aliéner quelque part et me déconnecter de mes aspirations, de mes rêves, de ma boussole intérieure, quoi. Et puis moi, ce qui me passionne dans cette formation qu'on propose, c'est essayer d'inviter nos auditeurs à connecter avec cette graine de leader que tout le monde a, quoi, et qui est en dormance. Et c'est quoi le tout premier truc, quoi, qui fait sortir cette graine de son état de dormance et où on commence à voir la toute petite germe qui pousse, quoi. Et quels sont les ingrédients qui permettent ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est quoi, ça ressemble à quoi cette germe d'un leadership authentique, comme on est en train de parler, qui n'est pas le leadership d'un autre qu'on copie. Et cette notion de moi, l'autre et tout ça, enfin, il y a quelque chose de drôle là-dedans parce que c'est indéfinissable dans l'absolu. Enfin, moi, là, en ce moment, je suis un peu toi parce que tu viens de me parler, tu es en train de m'influencer. Je suis en permanence le résultat d'une infinité d'interactions que j'ai avec mon environnement et que j'ai eues depuis le début de ma vie. Et donc, moi, dans l'absolu, qui suis-je, c'est assez difficile à définir, quoi. Tellement c'est le résultat d'une somme d'interactions infinie. Et en même temps, ces considérations philosophiques permettent de relativiser la notion de moi et l'autre, et c'est pas vraiment là-dessus que j'ai envie d'amener nos auditeurs, même si c'est intéressant de prendre du recul et de considérer que c'est que partir de soi, enfin nous on n'a pas une sorte de définition absolue de ce que c'est, mais plutôt un ressenti, plutôt une sensation de ok, quand est-ce que j'ai senti, moi en tout cas dans mon expérience, que ok, oui, là je sens que c'est juste, là je sens que ça part vraiment de moi, que je ne suis pas en train de juste suivre des traces, d'avoir pris un mentor et de dire j'ai envie de faire comme lui.
Et quel a été l'ingrédient et le processus qui est extrêmement lent pour en arriver là. Et pour moi, il y a une manière assez facile de le reconnaître. Si je devais citer vraiment un des ingrédients, c'est le temps libre. Voilà. Est-ce que je me suis offert suffisamment de temps libre pour faire ce processus très lent? Nous, on fait ce geste-là pour dire se tourner vers soi, mais en fait, je devrais aller mais à 1 millimètre par jour, quoi. Et ce processus-là, oui, il nécessite du temps, il nécessite de l'oisiveté, de l'ennui, un peu de perdition et de dispersion, de ne pas trop savoir où on va, du vide, et du vide qu'on ne va pas combler immédiatement. Pour moi, typiquement, quelqu'un qui sort du monde de l'entreprise et qui a super bien fonctionné jusqu'à 26 ans, par exemple, comme moi, et qui, du jour au lendemain, se tourne vers autre chose et commence une start-up. J'ai connu des collègues un peu comme ça, justement, qui étaient des entrepreneurs, qui voulaient réussir et qui y allaient direct, en fait. Et ça, pour moi, ça a très peu de chances d'être un leadership authentique, mais plutôt un leadership tourné vers un système de valeurs qui est toujours le même finalement, qui est celui de je veux trouver la super idée qui va me faire gagner de l'argent et puis devenir chef d'une PME ou d'une boîte importante et tout ça. Et où l'objectif du coup est très pragmatique, on va dire, quoi. Moi, ce que j'ai vécu, donc est très différent de ça, j'ai pris une année sabbatique. Ce qui a l'air assez banal en soi, et peut-être que je vais surprendre personne en disant ça, que oui, j'ai pris du temps pour prendre du recul. Et en même temps, j'ai l'impression que dans la culture française, c'est assez rare de prendre une année sabbatique, quoi. Il y a cette peur du trou dans le CV, de comment est-ce que je vais être vu si je suis improductif pendant une certaine durée, 1 an ou 2 ou 3, quoi. Et là où j'ai envie d'inviter nos auditeurs à relativiser un peu, c'est qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est considéré comme, mais alors totalement banal, hein, le truc en Angleterre de prendre une gap year à ses 18 ans, après avoir eu l'équivalent du bac, ou j'ai entendu aussi qu'en Norvège, la grande majorité de la population, à un moment donné dans sa vie, et pas forcément à 18 ans, mais est allée vivre dans une communauté, et puis à tester ce que c'est que la vie collective, donc a rompu finalement avec le parcours carriériste sans cesse. En constatant déjà que dans certaines cultures c'est assez banal, je pense qu'en tout cas moi ça m'a donné une forme de courage de me dire ok, je suis en train de faire en fait quelque chose qui n'est pas non plus bizarre, quoi. Et puis cette année sabbatique, alors pour moi elle a été très inconfortable à certains endroits et salutaire d'autre part. Mais en premier lieu ça a été très inconfortable parce que ouais, j'avais pas du tout l'habitude, pour moi c'était une évidence que j'étais supposé jouer une fonction dans la société et je devais être productif, je devais créer de la valeur, quoi, et créer de la richesse. Et pour moi, être dans cette situation où toute la journée, je me consacre qu'à moi-même finalement, à me faire plaisir, à réfléchir à ma vie, tout ça, oui, quelque part, c'était sortir de ma zone de confort. Et qui plus est, où je passais aussi une bonne partie de mes journées vraiment à simplement me divertir, hein, je me suis remis aux jeux vidéo, j'ai regardé Netflix, j'ai fait du squash, du piano, j'ai fait vraiment tout ce que j'aimais. J'ai même commencé à traîner avec des musiciens fauchés. Enfin bref, j'avais une vie qui ressemblait celle d'une sorte d'adolescent un peu attardé, quoi, par endroits. Et en même temps, il y avait tout cet espace, ce vide, cette oisiveté, ce sentiment d'errance finalement, de vagabondage, je dirais, qui a été salutaire pour finalement justement vivre cet inconfort pleinement, cet inconfort de je ne suis pas productif en fait. Et le but du coup n'est pas de produire peut-être. Le but n'est pas de réussir économiquement, le but n'est pas... Et j'avais besoin de vivre, je pense, cet état-là sur une durée suffisamment longue pour que même à l'intérieur de moi, enfin dans mon système même neuronal, toutes les connexions qui s'étaient créées, qui étaient du coup des allants de soi et des évidences qui s'étaient bien cristallisées avec le temps, et bien ça s'est, j'ai l'impression, décristallisé avec le fait de prendre ce temps très long à ne plus correspondre à quelqu'un qui fonctionne dans une économie, qui produit de la richesse, qui produit de la valeur, qui sert à quelque chose, quoi. Donc ouais, le fait d'avoir été inutile et d'avoir été pour les autres et d'avoir été au service de moi-même égoïstement pendant une bonne année, ça a été salutaire pour permettre à ce recablage de se produire et puis à donner cet espace à cette voix intérieure qui a commencé à émerger, où j'ai commencé à me connecter à mes ressentis, à mes émotions, à mon univers intérieur. Et du coup, cette voix intérieure qui me rappelait, souviens-toi Ramin, ce que tu as toujours voulu faire en fait, c'est d'être avec des enfants. Peu importe comment, oui, va à la rencontre de là où sont les enfants, va peut-être dans une école, un collège, un lycée, et va à la rencontre de cette vocation que tu sens que tu as au plus profond de toi-même,
Et pour moi, c'était ça vraiment. Le truc où je suis passé de la graine en dormance au début d'incarner un leadership authentique, c'était d'assumer ça, quoi, de dire ouais, en fait, je pense que je vais aller travailler avec des enfants. Si ça se trouve, je vais être prof. Oui, si ça se trouve, je vais faire ce truc que mon père considère comme étant un job de raté. Voilà, voilà, dans ma culture familiale, c'est considéré comme un job de bas niveau. Bien sûr que cette notion est relative et d'autres considèrent que prof, c'est un très bon statut, mais dans ma famille, pour le coup, ce n'était pas le cas. Oui, d'accepter de diviser mon salaire par 5, d'assumer en fait d'aller faire quelque chose qui est complètement en dehors des clous par rapport au contexte duquel je venais. Et oui, là, quand j'ai appris au bout d'un an à réellement assumer ça, que c'était ancré en moi et que je me suis dit oui, je me sens totalement à l'aise en fait d'aller commencer par là et de faire ce premier pas pour incarner ma propre vie, en fait, vivre ma propre vie, et ben c'est là que je peux commencer à cultiver mes valeurs personnelles de liberté et de bonheur personnel. Écoute, ça me parle énormément, moi, cette importance du temps libre pour justement que la graine du leadership puisse commencer à grandir. Justement, moi, je trouve que c'est la plus grande reconnaissance en fait, que j'ai vis-à-vis de l'éducation nationale dans mon parcours, c'est de m'avoir laissé du temps, notamment en fin de parcours. Avec les ENS, j'ai eu la chance de pouvoir être payé et d'avoir même des années entières dédiées à faire des stages, trouver un peu ce qui pouvait me parler. Et donc j'ai eu beaucoup de temps en fait. Et ce temps m'a été extrêmement précieux. Et parfois vraiment je me disais mais juste laisser du temps aux gens, ça suffit quelque part pour qu'ils puissent juste se retrouver. Tu parlais d'ennui, effectivement on peut passer par des phases d'ennui et c'est salutaire, c'est utile. Et donc moi aussi ça m'a permis de vraiment sentir ok, je ne suis pas fait pour être chercheur. Au départ c'était quelque chose de très intellectuel, je sentais que je n'étais pas fait pour être chercheur, mais ce temps-là m'a permis que ça commence à émerger dans mon corps, dans mes actions, et de me dire bah ouais en fait je vais pas faire de la recherche toute ma vie. Et c'est fine en fait, c'est ok, je vais pas être dans la lignée de ma famille de scientifiques de père en fils. À un moment je vais utiliser la science, voilà, il y a un pouvoir là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant à partager avec la société, mais je vais le partager différemment en fait. Ça ne sera pas à travers des articles de recherche ou des demandes de fonds pour faire de la recherche, mais ça sera beaucoup plus en contact avec les gens, beaucoup plus dans la transmission et dans l'accompagnement. Cette notion de site temps libre, je trouve qu'en France, on a la chance justement d'avoir ces années ou de chômage ou d'aide financière qu'on peut avoir, et donc que ce soit à la crise de la vingtaine, à la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, cinquantaine, que les gens puissent avoir juste du temps pour se poser en fait et se dire bon, en fait, qu'est-ce que vraiment je veux faire en fait? Est-ce que vraiment c'était ça ma destinée en fait, ce job-là qui n'a jamais eu de sens pour moi? Est-ce que quelque part je peux pas repartir sur de nouvelles bases? Et moi dans mes accompagnements, oui, il y a une partie des gens qui viennent justement par ce temps-là en fait, par cet argent qui est disponible grâce à l'État français à un moment donné pour investir sur eux en réalité et changer. Et même si tu veux, dans le moment du chômage, il y a un peu cette injonction à il faut forcément qu'ils soient en recherche de travail, oui, il y en a, la plupart en fait prennent un peu de recul avec ça et gagnent énormément en maturité par ce temps qu'ils se sont octroyés et qui se sont donnés. Et puis pour finir, en Orient, dans les traditions ancestrales, en fait, la notion du temps qu'on se donne, c'est primordial, et donc à travers notamment la méditation, qui n'est rien d'autre au final que prendre du temps, enfin juste tu t'assois potentiellement et tu ne fais strictement rien, même pas de Netflix, même pas de pensée potentiellement, même pas d'émotion, rien quoi. Juste tu t'assois et t'attends quoi. Tu vois ce qui se passe. Et moi ça a été une énorme découverte aussi dans cette expérience de juste si tu t'assois au bout d'un moment, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien. Et là, d'un coup, ça ouvre une intelligence qui est bien au-delà de juste l'intellect et de notre mémoire, mais qui va te connecter à quelque chose qui est comme si une forme de maturité qui vient. Et j'ai beaucoup aimé cette analogie de la graine que tu partageais sur le leadership. Pour moi, c'est ça, en fait. Tout dans la nature a besoin de temps pour fleurir, pour déployer son potentiel. Et l'humain ne fait pas exception. On fait partie de la nature. Et donc, moi j'aime bien dans mes accompagnements justement commencer les séances par 5-10 minutes où on prend le temps. En fait, juste on ne fait rien, on s'assoit et juste on prend le temps pour soi. Et il y en aura beaucoup qui se diraient mais voilà, c'est 10 minutes de perdu.
Et en fait, à l'inverse, moi je le vois, et puis petit à petit, ceux que j'accompagne le sentent comme étant non pas 10 minutes de perdu, mais non pas 10 minutes de gagné, mais vraiment 1 heure, des heures, voire même parfois des années de gagné, juste par cette capacité à un moment qu'ils ont eu de se réancrer sur ce qui était juste pour eux. Et la séance se passe complètement différemment en fait, parce qu'ils se connectent vraiment à cette graine justement de qui ils sont, au lieu d'être dans le train-train et dans l'intellect qui panique de la situation actuelle, quoi. Voilà ce que je pouvais partager sur ça.